Après ces réunions avec le prêtre, une religieuse remarqua que son ventre se gonflait d'une manière inexpliquée. La situation devint encore plus incroyable lorsqu'elle fut filmée dans le couvent, situé dans le seul hôpital d'une petite ville, sous la lumière froide et stérile de la salle d'échographie. Sœur Céline était allongée sans mouvement sur la civière, son cœur rempli d'une combinaison d'attente et de peur. Les médecins, habituellement efficaces, étaient désormais visiblement stupéfaits, leur visage montrant de la confusion et de l'incompréhension. L'un des médecins, incapable de comprendre ce qu'il voyait, murmura quelque chose sur l'impossibilité de la situation, ne parvenant pas à saisir comment cela avait pu se produire. Sœur Céline sentit la gravité du moment, bien qu'elle ne comprenne pas totalement les images qui s'affichaient devant elle. Elle ressentait le battement agité de son cœur résonner dans sa poitrine, correspondant à l'incertitude qui semblait engloutir la pièce. Le médecin parla prudemment, se demandant comment un tel événement avait pu se produire, surtout au regard du vœu de chasteté de sœur Céline. La situation, autrefois routinière, était désormais devenue quelque chose de totalement inhabituel. La religieuse, bien qu'incertaine des implications complètes, comprenait que ce n'était pas une simple préoccupation médicale. C'était un mystère qui allait changer le cours de sa vie. On lui conseilla de revenir pour de nouveaux examens, son cas étant trop étrange pour qu'un diagnostic soit posé. Les mains tremblantes et l'esprit abasourdi par cette révélation, elle fut conduite hors de la pièce, laissant derrière elle un groupe de médecins plongés dans une discussion sur ce qu'ils venaient de voir. Dehors, les autres religieuses et novices attendaient anxieusement, sachant la gravité de la situation. Les murmures parmi les religieuses devenaient de plus en plus forts. Certaines avaient déjà commencé à spéculer sur la cause du gonflement du ventre de sœur Céline. Cela semblait impossible, mais la preuve grandissante devant elles était indéniable. Certaines chuchotèrent que la vérité devenait évidente. La religieuse était enceinte et l'identité du père était douloureusement évidente. La vie de sœur Céline dans le couvent, autrefois remplie d'une dévotion sans faille et d'une routine implacable, était désormais assombrie par le scandale qui se préparait entre ses murs. Le lien qu'elle entretenait avec le père Jean, un prêtre qui était son ami d'enfance et son compagnon constant, était devenu le sujet de commérages et de soupçons. Leur proximité, autrefois perçue comme une camaraderie spirituelle, était désormais vue sous un autre angle par les autres religieuses. Leurs fréquentes promenades dans les jardins du couvent, autrefois paisibles et réfléchies, étaient désormais considérées comme quelque chose de plus intime. Le lien entre la religieuse et le prêtre, bien que purement platonique à leurs yeux, était de plus en plus mal compris par les autres, qui commencèrent à douter de la nature de leur relation. Les rumeurs se propagèrent rapidement, alimentées par des regards curieux et des conversations chuchotées. À mesure que les murmures se faisaient plus forts, certaines des jeunes religieuses commencèrent à se demander si leur relation n'avait pas franchi une ligne, si leur lien n'était pas devenu autre chose qu'une simple amitié. Les religieuses plus âgées, inquiètes pour l'intégrité du couvent, devinrent plus vigilantes et surveillèrent de près les deux amis. La situation s'aggrava lorsqu'une novice, incapable de dormir une nuit, surprit sœur Céline en train de se faufiler hors du couvent pour rencontrer le père Jean sous le couvert de l'obscurité. Ce moment de secret ne fit qu'alimenter les rumeurs, et bientôt tout le couvent était absorbé par les spéculations. Les religieuses, autrefois solidaires de sœur Céline, commencèrent à douter de ses intentions et de ses motivations. Les religieuses plus âgées, alarmées par les rumeurs et la tension croissante, décidèrent de confronter sœur Céline. Elles ne pouvaient plus ignorer ce qui semblait être un changement inexorable dans son comportement, un changement qui allait à l'encontre des valeurs du couvent. Elles lui ordonnèrent de ne plus voir le père Jean, l'exhortant à se séparer de lui avant que le scandale ne devienne encore plus insupportable. Mais sœur Céline, sur la défensive et avec une frustration grandissante, nia tout mal, soutenant que sa relation avec le père Jean était entièrement innocente. À mesure que la pression augmentait, les rumeurs ne cessèrent de grandir. Les religieuses, incapables de réconcilier l'image qu'elles avaient de sœur Céline avec les soupçons grandissants, se tournèrent vers des mesures drastiques. On prit la décision de lui faire passer une échographie, une tentative ultime pour régler la question une bonne fois pour toutes. La pression sur sœur Céline devint insupportable. Ses dénégations semblaient de plus en plus faibles à chaque jour qui passait, et son état émotionnel se détériorait. On lui ordonna de subir l'échographie, une procédure qu'elle tenta désespérément d'éviter. Mais à mesure que son état devenait plus visible, la réalité de la situation devenait inévitable. Dans une dernière tentative pour blanchir son nom, sœur Céline proposa de revoir les images de surveillance du couvent. Les vidéos, enregistrées à des points stratégiques autour du couvent, pourraient détenir la clé pour révéler la vérité. Les religieuses et le clergé, désireux de confirmer ou d'infirmer les soupçons, se réunirent pour regarder les vidéos. Ce qu'elles virent laissa tout le monde sous le choc. Les images étaient sans appel. Les rencontres intimes entre sœur Céline et le père Jean étaient indéniables. La tension dans la pièce était palpable, alors que la vérité éclatait enfin au grand jour. L'histoire,
autrefois alimentée par des spéculations, avait désormais des preuves qui ne pouvaient plus être ignorées. Le scandale, qui couvait depuis des mois, était désormais ouvert, et le couvent, ainsi que toute la communauté, allait devoir en affronter les conséquences. Cependant, ce que les enregistrements ont révélé était quelque chose de complètement inattendu. Dans les enregistrements, sœur Céline et le père John apparaissaient dans la cuisine du couvent, où ils aimaient discuter, entourés d'une atmosphère de joie et d'amitié. L'homme, avec un sourire sincère, s'exclama « Puisque tu n'as pas pu venir avec moi ce week-end, je t'ai apporté les cadeaux qu'on m'a donnés dans le village. » Il déballa soigneusement les paquets, révélant des aliments typiques qu'il partagea avec la jeune femme, tous deux riant et racontant des histoires sur leurs expériences. « Tu aurais dû voir les visages des enfants quand je leur ai donné les jouets que nous avons apportés. C'était magique, » dit le père John, les yeux brillants du reflet de souvenirs heureux. La religieuse, pour sa part, répondit avec une voix tout aussi chaleureuse, bien qu'un peu triste de ne pas avoir pris part à l'action. « J'aurais vraiment voulu y aller, mais nous devions accueillir les nouvelles filles. » Ainsi, la scène, loin de révéler une romance interdite, montrait deux amis partageant un repas ensemble. Un moment de véritable camaraderie, et rien de plus. La conversation coulait librement, abordant les projets pour les missions futures de l'Église et l'importance de leur amitié dans le cadre de leur service à la communauté. Les religieuses, qui observaient les enregistrements, échangèrent des regards confus et surpris. « Vraiment ? Mais cela ne prouve rien. Elles mangent juste ensemble », questionna l'une des jeunes religieuses, avec une déception évidente dans la voix, contrastant avec l'anticipation du scandale. « Il est clair que leur amitié repose sur le travail missionnaire, rien de plus », commenta une religieuse plus âgée, son ton reflétant un mélange de soulagement face à l'absence du drame attendu. Les spéculations sur la grossesse de sœur Céline commencèrent à diminuer, mais le mystère autour de sa condition restait en suspens. Après tout, son ventre était énorme. La confusion s'intensifia lorsqu'on montra d'autres images montrant les deux dans le jardin du couvent, profondément engagés dans des conversations sur les missions et les projets d'aide aux plus démunis. « Nous devons trouver d'autres moyens d'apporter de l'espoir à ces familles pauvres, » dit sœur Céline, excitée, pleine d'idées. Les images ne montraient aucun comportement inapproprié, juste deux amis dédiés à leur foi et au service des autres. Le personnel, encore plus confus, se demandait comment les rumeurs avaient pris une telle ampleur loin de la réalité. Rien dans les enregistrements n'indiquait autre chose qu'une amitié basée sur le respect mutuel et l'engagement envers leur appel spirituel. Ils se retrouvèrent donc avec plus de questions que de réponses, et la communauté religieuse fut contrainte de confronter la possibilité qu'ils aient jugé sœur Céline et le père John uniquement sur des suppositions et des rumeurs infondées. Cependant, une chose était certaine, le ventre de la religieuse continuait de croître, et bien que cela ne prouvait pas qu'il n'avait pas une liaison, cela n'expliquait pas sa condition. Et il y avait aussi leur rencontre nocturne que les caméras n'avaient pas pu capturer. Que faisait-il? Pour cette raison, certains croyaient encore à l'idée d'une grossesse. Ne supportant plus les rumeurs ni la taille de son ventre, sœur Céline commença également à ressentir des douleurs physiques aiguës. C'est alors qu'elle décida de subir une échographie. La situation avait atteint un point critique, et le besoin de réponse surpassait la peur et l'anxiété qui l'accompagnaient depuis le début de cette saga perplexe. À l'hôpital, pendant que les médecins effectuaient la procédure, une atmosphère de curiosité scientifique se mêlait à de l'incrédulité. Comment une religieuse a-t-elle pu accomplir un tel exploit? Commentaient-ils entre eux, perplexes devant ce cas atypique. Les médecins, avec des expressions sérieuses, expliquèrent à sœur Céline et aux autres présents que sa condition était en effet intrigante parce qu'elle n'avait aucun sens. Alors, ce qui s'était vraiment passé, c'était que la croissance exagérée de son ventre était le résultat d'une infection et non d'une grossesse, comme beaucoup l'avaient supposé. La révélation fut un choc pour sœur Céline et pour tous ceux qui suivaient son cas. Croyez-le ou non, mais la vérité était que le prêtre, revenant de son voyage dans un village pauvre, avait rapporté avec lui des cadeaux que les habitants lui avaient donnés sous forme de nourriture typique, un geste de bonne volonté de leur part. Malheureusement, inconscient que la nourriture était contaminée par une bactérie causant la cite, l'homme partagea joyeusement le repas avec la religieuse dans la cuisine. Le village qu'il visitait était un endroit très pauvre manquant de conditions sanitaires de base, ce qui faisait que de nombreux habitants souffraient de maladies causées par cette malchance. Alors que le prêtre était tombé malade après avoir mangé, les effets sur son corps étaient brefs et relativement bénins. Sœur Céline, en revanche, ayant partagé le même repas, fut affectée de manière beaucoup plus grave, l'infection se manifestant par un gonflement visible de son ventre. Ce que nous voyons ici, c'est une accumulation de liquide, typique dans les cas d'acite. Cela est causé par une infection et n'a rien à voir avec une grossesse. Vous pouvez être rassuré, dit l'un des médecins en montrant les images à l'écran, qui montraient clairement une distension abdominale sans aucun signe de fœtus. Le soulagement de sœur Céline et des religieux suivants son cas fut remarquable,
mélangée à une certaine indignation d'avoir été aussi mal comprise et jugée par ceux qui étaient censés la soutenir. Vous devrez revenir ici plus souvent pour que nous puissions faire les tests et commencer votre traitement, dirent les médecins. Le traitement pour la condition de la religieuse commença immédiatement, avec l'espoir d'une guérison complète. Pendant ce temps, l'histoire vraie de son ventre en croissance commença à se répandre, dissipant les rumeurs et restaurant sa réputation, ainsi que celle du père John. Cela avait été un épisode qui servit de rappel douloureux du danger des jugements hâtifs et de l'importance de chercher la vérité avant de tirer des conclusions. Et concernant les sorties nocturnes des religieuses, ce qui s'était réellement passé, c'était qu'elle et le prêtre aimaient aider les sans-abri, mais les sœurs du couvent étaient contre le fait que les religieuses soient dans les rues après 22 heures. La vérité était que les deux étaient de très bons amis. Ils se connaissaient depuis l'enfance et se considéraient comme de véritables frères et sœurs. Lorsque sœur Céline se remit enfin et franchit les portes du couvent après des semaines de traitement et de repos, elle fut accueillie chaleureusement. Des fleurs furent placées dans sa chambre en signe de bienvenue et de rédemption. Une par une, les novices s'approchèrent pour lui demander pardon pour le malentendu. « Pardonne-nous, sœur. » Le père John, qui était resté aux côtés de son ami tout au long du processus, comme un pilier de force et de soutien, trouva que l'adversité qu'il avait affrontée était un test de sa propre foi et de l'amitié qui les unissait. Bien que ce fût une expérience douloureuse, l'affaire de la religieuse qui n'était pas enceinte servit à renforcer leur résilience et leur compréhension. Ensemble, les amis continuèrent à servir leur communauté, maintenant avec une nouvelle perspective sur l'importance de ne pas juger, de faire preuve de compassion et de patience. La vie au couvent et dans le village retrouva sa routine, mais désormais enrichie d'une compréhension plus profonde de la valeur de la communauté, de la foi et de la véritable amitié. Et si vous avez aimé cette histoire, je suis sûr que la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous touchera également. N'oubliez pas de vous abonner, de nous donner un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt dans le prochain épisode réconfortant.